Créée par la loi numéro 9032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, la Haute Cour de justice est une institution de la République qui n'aura connu sa première mandature qu'en 2001 sous la houlette du professeur Maurice Aranranzo-Glélé. Lui ont respectivement succédé Madame Clotilde Médé-Ganou-Bodé de 2004 à 2009, le professeur Théodore Olo de 2009 à 2013 et Madame Marceline Claire Béha Afouda qui a présidé l'institution de 2013 à 2018. Mais les Béninois connaissent-ils la Haute Cour de justice ? Quelques interviews réalisées à travers certaines localités du Bénin en disent long. Koudane Delphin, travaillant à l'Institut national de recherche agricole du Bénin. La Haute Cour de justice, j'en entends parler, je sais que c'est l'institut qui doit juger, selon ma compréhension, les hautes personnalités de l'État, du gouvernement. Donc, à partir du président jusqu'au ministre, et les membres de l'Assemblée nationale, je crois que c'est cette cour-là qui s'occupe de pouvoir les juger. Okay. Est-ce que vous connaissez l'actuel président de la Haute Cour de justice? Ah non, pas de nom, je n'ai pas même de visus. Son siège à Cotonou, c'est un peu dans l'environnement faisant peut-être face à l'immigration. Je crois que c'est dans cette zone-là que je la situe. La Haute Cour de justice là, bon, sans vous mentir, je n'en sais rien parce que je ne suis pas dans le domaine. Donatien Djeglé, je suis journaliste, rédacteur en chef de la radio Azek FM à Parakou. En tant que journaliste, je connais la Haute Cour de justice comme l'une des institutions de la République qui est chargée de juger le chef de l'État et ses ministres en cas d'infraction. On m'appelle Gandaro Rodrigue. Alors, vous faites quoi? Je suis élève en classe de terminale au CE1, Corvée. Oui, je connais la Haute Cour de justice, c'est à Cotonou. C'est là où on juge les criminels, ceux qui sont en guerre. C'est la Haute Cour de justice qui juge les personnes qui sont en guerre, les pays qui sont en guerre. Ça fait partie de l'ONU. Même si certains Béninois entretiennent des confusions au sujet des attributions de la Haute Cour de justice, l'institution est-elle pour autant une coquille vide ? On aurait espéré quand même que, à moi je jouais dans l'affaire des services par exemple, j'aurais espéré par exemple que la Haute Cour de justice pour une fois puisse agir. Mais puisqu'elle ne joue aucun rôle, ça nous amène à dire que c'est une institution cachée. Depuis le premier président de la Haute Cour de justice, à savoir le professeur Maurice Aranranzo-Glélé, des propositions d'amendement ont été faites. Le président qui a suivi, Madame Clotilde Médé-Ganou, ensuite le professeur Théodore Olo, tous, ils ont eu à initier des séminaires au cours desquels des modifications devraient être faites. Rien n'a été fait. Nous aussi, nous l'avons fait. Nous avons soumis ces propositions à qui de droit. Pour ce qui me concerne, lorsqu'il s'est agi d'une révision de la Constitution, nous avons fait les propositions qui s'imposent au gouvernement en place. Il faut appeler les choses par leur nom. La commission Diogbenou, qui avait été mise en place à l'époque, a reçu nos propositions. Mais nous avons constaté que lorsque la proposition de modification de la Constitution nous a été présentée, aucune de nos propositions sur la Haute Cour de justice n'a été prise en compte. Alors nous en avons conclu qu'il s'agit d'un manque de volonté politique pour donner à la Haute Cour de justice les moyens pour travailler. Ces moyens faisant défaut, nos concitoyens qui ne savent pas de façon précise de quoi il s'agit, ont peut-être raison de dire que la Haute Cour de justice est une institution de plus. En réalité, il n'en est rien. Lorsqu'il manquera l'épouvantail, eh bien, tout sera permis. La Haute Cour de justice est un épouvantail.
mais il est là. Et il attend ses justiciables. Tout ce que les citoyens doivent faire, je l'ai dit et je le redis, c'est de mettre la représentation nationale face à ses responsabilités. C'est vrai qu'on a souvent parlé de cette haute institution de coquille vide, mais elle est quand même restée, et il faut le souligner, sous la forme d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête des dirigeants. Effectivement, comme une épée au-dessus de la tête des dirigeants, la Haute Cour de justice, depuis sa création, n'a pu juger aucune autorité. Quels sont les goulots d'étranglement qui empêchent cette institution d'entrer dans le plein exercice de ses prérogatives? Les citoyens voudraient que la Haute Cour de justice assume ses fonctions. Et les suggestions à faire, c'est rien que de toiletter les tests pour permettre à l'institution de fonctionner. Nous avons essayé de travailler avec la représentation nationale. Parce que la représentation nationale est au début du processus et à son milieu. Si elle ne commence pas, la Haute Cour ne pourra rien faire. Ce n'est pas la peine qu'on se voile la face. Ces juridictions ont fonctionné ailleurs. Et si nous avons la volonté politique, si nous laissons nos intérêts partisans, particuliers et égoïstes pour nous consacrer à l'intérêt général et au bien commun, nous allons y parvenir. Si nous avons encore une fibre patriotique qui peut réagir dans notre cœur, si nous avons encore un engagement républicain, surtout au niveau du Parlement, qui est chargé de voter les tests, eh bien nous allons y parvenir. Retenons simplement que, au niveau de la Haute Cour de justice, tout a été fait par ceux qui ont occupé ces fonctions pour la rendre opérationnelle. Si aujourd'hui le Parlement vote la poursuite, le Parlement vote la mise en accusation, je suis persuadé que les juges ne commettront pas un déni de justice, ils vont pouvoir statuer. Au risque de décrédibiliser et de banaliser l'institution présidentielle et ceux qui en sont les délégataires, à savoir les ministres, eh bien, nous ne pourrons que garder la Haute Cour. Si nous ne la gardons pas, nous irons juger nos grands justiciables devant les juges du droit commun, comme tout le monde, et cela pour une nation, un État qui se respecte. Je pense que ce ne serait pas quelque chose qui nous grandirait. Au Bénin, au lieu de dire que la procédure sera exclusivement politique, ouvrir la porte. Par exemple, la poursuite, elle peut être décidée par l'Assemblée nationale, comme elle peut être décidée par le procureur, saisi par n'importe quel citoyen, comme n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle et faire actionner le contrôle de la constitutionnalité des lois ou de la conformité des lois à la Constitution. Une fois que la poursuite est décidée, le soin de l'accusation peut être laissé à l'Assemblée nationale. Aussi, l'opinion publique sera convaincue qu'il y a un mécanisme réellement fonctionnel. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de réflexions au niveau de la Haute Cour de justice pour pouvoir faire des réformes aussi bien au niveau de la loi organique que de la Constitution. Et je pense même que certaines propositions ont été faites par la Haute Cour de justice à l'Assemblée nationale pour aller dans ce sens, pour qu'on puisse ouvrir la mise en œuvre de la poursuite au procureur qui peut être saisi, soit parce que des citoyens l'ont sollicité, soit s'auto-saisir parce que informé de soupçons ou de faits
présumés relevant de malversation ou d'enrichissement illicite. Par exemple, les autorités font la déclaration de leurs biens à l'entrée en fonction et à la fin de leur mandat. Au Niger, par exemple, comme au Mali, il n'y a pas la déclaration des biens, il y a la publication des biens à l'entrée comme à la fin du mandat. Les citoyens peuvent voir si entre le temps où il était aux affaires et la fin de son mandat, le gouverneur s'est enrichi. Et sur cette base, par exemple, saisir le procureur ou actionner le procureur pour dire il y a malversation, il y a enrichissement illicite. Je vous ai dit tout à l'heure que parmi les causes dont peut répondre le président de la République devant la Cour de justice, il y a le fait qu'il soit auteur, co-auteur ou complice de malversation, de corruption, d'enrichissement illicite. Si cela se constate, au lieu de laisser le soin, par exemple, aux hommes politiques au niveau du Parlement de décider de la poursuite, ça peut être le procureur qui peut initier l'histoire, et lorsque les faits sont avérés, la mise à l'accusation peut être décidée par l'Assemblée nationale, qui ne peut pas ignorer le travail qui a été ainsi fait par le procureur, qui aurait vérifié les informations et les mettrait à la disposition du Parlement. L'opinion publique aura le sentiment qu'il existe réellement une volonté politique de lutter contre l'impunité. Mais il faut souhaiter que dans les éléments de révision de la Constitution, cet élément soit une préoccupation pour que le citoyen soit convaincu que ces gouvernants sont vertueux parce qu'il existe une juridiction réellement opérationnelle pour juger des faits qui porteraient atteinte aux deniers publics. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, quelle est la mission de la Haute Cour de justice? L'article 136 de notre loi fondamentale précise cette mission en énonçant que la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. La loi organique de la Haute Cour de justice, qui fixe les règles du fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de justice, précise en son article 17.2 que la procédure de la Haute Cour de justice est celle appliquée devant la Cour d'assises, sous réserve des dispositions contraires de la loi. En l'état actuel des textes, la Haute Cour de justice continue toujours à être composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception du président de cette institution, de 6 députés élus par leur pairs pour représenter l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de justice et du président de la Cour suprême. Provenant ainsi d'horizons divers, les membres de la juridiction, qui ne sont donc pas nécessairement des juristes ou des praticiens du droit, doivent se soumettre aux mêmes exigences déontologiques et aux mêmes règles de procédure pour l'accomplissement de leur mission. Il est donc normal que celles-ci soient précisées, connues et respectées de tous pour promouvoir et maintenir la confiance des justiciables en la justice. C'est pourquoi, au cours de 2 de ces rencontres qui ont eu lieu à Segbowe en 2014 et à Agoué en 2015, la Haute Cour de justice a eu à élaborer un code de déontologie et d'éthique du juge à la Haute Cour de justice et un manuel de procédure applicable au cours d'un procès devant elle. Contrairement à ce que pense l'opinion publique de cette institution, les membres qui y travaillent ne croisent pas les bras. L'institution, à travers les audiences, les séminaires, etc., maintient une veille permanente. En effet, que peut-il y avoir de plus pragmatique que la représentation d'un procès pénal au cours duquel les juges, les membres du ministère public et du greffe de la haute juridiction
se mettront en situation concrète pour, d'une part, apprécier les documents qu'ils ont précédemment élaborés, d'autre part, vivre la tension et l'angoisse caractéristiques d'un procès. L'exercice nous paraît fort utile en attendant que les dispositions constitutionnelles et législatives qui fondent la compétence matérielle et personnelle de la Haute Cour de justice changent. Comment se déroule concrètement l'audience? Quels sont les différents actes qui doivent être accomplis avant et pendant l'audience? Qui doit accomplir ces actes et dans quel ordre? Quel comportement les membres de la Haute Cour doivent observer à l'audience? Cela nous amène à voir dans un grand 1, premier volet, les actes préparatoires de l'audience de la Haute Cour de justice et dans un grand 2, la tenue de l'audience. Avant de parler des actes préparatoires, il convient de faire un détour sur les particularités. Quelques particularités. Nous savons que la Haute Cour de justice est une juridiction politique et en même temps une juridiction pénale. Pénale, criminelle. C'est pourquoi, par sa nature politique, le Constituant a établi que les justiciables, comme on l'a indiqué, sont les plus hautes autorités politiques de l'État. Chef de l'État et ministre. Sa composition, telle qu'on a indiqué, et les poursuites ainsi que l'accusation sont décidées par l'Assemblée nationale. En raison de sa nature de cour pénale criminelle, aussi bien le Constituant que le législateur a prévu que l'instruction préparatoire des faits est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel du ressort du lieu où se trouve le siège du Parlement. Et la procédure est celle appliquée devant la cour d'assises, sauf les exceptions. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Et si la mise en accusation est votée, le président de l'Assemblée nationale la notifie immédiatement au procureur général près la Haute Cour de justice. Le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation. Autre particularité, les juges sont tenus de prendre part à toutes les audiences. Et aucun membre de la Haute Cour de justice n'est récusable, quel qu'en soit le motif. Les audiences sont publiques. La Cour, qui est composée donc de 13 membres, peut siéger et délibérer au moins à 9. Donc on parlait de déport, il y a une limite. Au moins 9 juges doivent siéger. Et les décisions sont rendues à la majorité absolue, moitié plus 1. L'abstention n'est pas permise en cours de délibération pour voter. C'est donc pour assurer cette veille permanente que la Haute Cour de justice du Bénin a organisé une audience de simulation à Abomey du 16 au 18 août 2017. Devant la Haute Cour de justice, M. Yegba Yedo Tenkpon, ex-ministre chargé de l'administration territoriale, et Mme Zinhui Medida, ex-directrice administrative et financière au ministère de l'administration territoriale, pour des faits qualifiés de détournement et de complicité de détournement de biens publics dans l'exercice de leurs fonctions. Je ne vous apprends rien de plus en vous disant que votre directrice financière a prétendu que c'était sur vos instructions. Voulez-vous situer la Cour
sur le nombre exact de cadres qui ont pris cette décision. Parmi ces 11 personnes, sur combien de cadres avez-vous pouvoir de nomination et de révocation? Maître Wachi Zozo et toute la Cour est bien informée du fait qu'à une époque, dans notre République de Ouattara, les nominations par les ministres, il est arrivé que les nominations par les ministres n'aient pas été prononcées par eux-mêmes. Je n'ai pas pu nommer tout, je n'ai pas pu moi-même désirer tout, proposer la nomination, tous les cadres avec qui j'avais travaillé en tant que ministre en charge de l'administration territoriale. Autrement dit, la carrière et le maintien à leur poste de vos différents cadres ne dépendent pas de vous. C'est ce que vous voulez dire à la Cour, parce que la Cour et Maître Wachi Zozo ne sont pas en accusation. C'est bien ça. C'est bien cela. C'est bien ça, madame. Très bien. L'accusé n'a jamais fait l'objet de condamnation. L'enquête de moralité également lui est favorable. Je vous prie donc, Madame le Président de la Haute Cour de justice, Madame et Messieurs les juges de la Haute Cour de justice, de retenir Yegba Edo Tenkpon dans les liens de l'accusation et de le condamner à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 100 millions de francs CFA au profit de l'État. L'accusé n'a pas une habitude éthylo-tabagique. Il ne fume pas, il consomme le vin et puis un peu de bière. L'examen général révèle qu'il a des antécédents médicaux marqués par des troubles de sommeil à type d'insomnie depuis 2 ans environ, ce qui nécessite une utilisation habituelle de tranquillisants. En dépit de ces accès d'irritabilité en rapport avec des insomnies ou peut-être quelques instabilités tensionnelles, M. Yegba Edo Tenkpon s'est révélé tout au long de l'examen un homme psychiquement calme et équilibré. Son sens d'appréciation n'offre aucun écart pathologique susceptible de l'exposer à commettre un acte délictueux dans le sens de l'article 64 du Code pénal. Les difficultés connues par l'institution n'ont en aucun cas pu émousser la détermination de son président. Cela ne nous a pas empêchés, nous, sous notre mandature, d'évoluer. Nous avons, en ce qui nous concerne, essayé de doter l'institution d'un manuel de procédure pour que, si les autorités en arrivaient un jour à revoir les tests fondamentaux de l'institution et qu'elle fonctionne, qu'il y ait un document à l'intention des juges pour leur permettre de travailler. Donc nous avons élaboré un manuel de procédure. Nous avons également élaboré un code de déontologie pour que les juges qui proviennent d'horizons divers puissent convenablement faire leur travail. Nous avons également fait une audience de simulation, toujours pour permettre à tout un chacun des membres de la Haute Cour de justice, du moins sous notre mandature, de savoir ce qui les attend le jour où ils seront saisis d'un dossier. Pour ce qui me concerne, 5 ans à la tête de la Haute Cour de justice, je peux dire que nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, de donner un peu plus de visibilité à l'institution et d'essayer de faire comprendre à nos concitoyens ce pourquoi la Haute Cour de justice n'a jamais fonctionné jusqu'à l'heure actuelle. C'est un faux procès qu'on lui fait, puisque jamais les moyens ne lui ont été donnés pour bien fonctionner. Donc, il faut que tout un chacun comprenne que sans la révision des tests fondamentaux la régissant, la Haute Cour de justice se trouvera toujours plombée
et ne pourra pas accomplir convenablement la mission constitutionnelle qui est la sienne.